Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Parce que moi-même je suis victime de l'amiante. J'ai travaillé 4 ans comme électricien. Là, on ignorait ce poison, cette invisible tueuse, comme on l'appelle, que j'ai attrapé sur le chantier naval de Dunkerque, où on était des milliers d'ouvriers à travailler, de toutes les nationalités. Je l'ai découvert par hasard, parce que quand je toussais beaucoup, j'ai refait, après être électricien, j'ai refait un parcours universitaire pour devenir ergothérapeute. Oui. Et j'ai été rattrapé par l'amiante 30 ans après. J'avais une toux répétitive qui n'arrêtait pas, etc. Et j'étais à des années-lumière à penser que c'était l'amiante. J'ai consulté et là, j'ai découvert que l'amiante, elle était hautement cancérigène. J'ai su qu'on savait son pouvoir cancérigène depuis 1906. On avait laissé faire. Voilà, et dans le textile. Et l'hécatombe, elle est effroyable, puisqu'à Dunkerque, on avait 140 veuves en 2004, et ils sont 660 aujourd'hui. On fait avec. On sait qu'on a une épée de Damoclès, puisque j'ai une asbestose, et de voir partir des gens avec un grave mésothélium, qui est le cancer spécifique de l'amiante, en l'espace de 3 semaines, des fois c'est 2 mois, des fois c'est 6 mois, mais c'est absurde, on peut pas, il faut se battre. Et moi je me suis battu depuis 2007, j'avais déjà interpellé Roselyne Bachelot pour qu'on ait cet équipement qui permet un diagnostic précoce, une meilleure prise en charge. Il était invraisemblable que la population dunkerquoise, où il y a 269% de surmortalité par rapport à la moyenne nationale, on n'ait pas cet outil. C'était ahurissant. Et donc on a gagné, au bout de 10 ans, plein de péripéties, au tribunal, menaces de diffamation, j'en passais des meilleurs, et on a gagné ce TEP-scan pour la population, et grâce aussi aux 2 médecins, le docteur Moumen Habib et Hérald de Hemricourt, qui ont tenu bon avec nous pour que dans le cadre de l'hôpital public, on a créé un groupement d'intérêt économique et pour faire fonctionner ce TEP-scan. C'est un combat qui se mène au quotidien. C'est déjà d'exiger que ceux qui ont empoisonné des milliers de gens, nos patrons, le lobby de l'amiante, il est des comptes à rendre devant la justice. Et comme on dit, l'amiante, elle ne s'arrête pas à la frontière, elle ne s'arrête pas à ceux qui veulent mettre des frontières partout. On arrive à exporter de l'amiante dans les pays d'Afrique et on n'a rien à foutre de la population comme au Brésil. Et malheureusement, les travaux les plus pénibles, les plus insalubres, c'était soit des Algériens, soit des Marocains. Et donc, ils en prenaient plein les poumons, et voilà. Et puis, on essaie de les aider, justement, à l'association, trouver des traducteurs pour les aider à poursuivre, à demander la faute inexcusable contre, par exemple, le Chantier de France qui les avait empoisonnés. Et donc, j'avais trouvé des traducteurs et tout ça pour aider dans les familles, à accomplir cet acte essentiel, parce que tant qu'on ne va pas punir ces gens-là, ils ont gagné des milliards et des milliards. Comme on dit, on a travaillé pour gagner notre vie, pas pour la perdre. Et c'est essentiel, justement, et donc on doit trouver tous les moyens d'essayer d'atténuer cette souffrance, une meilleure prise en charge. Je dirais la parole de Victor Hugo, l'avenir appartient à ceux qui luttent. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,
show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Mais l'idée, c'est vraiment, entre autres, quand vous êtes en RCP ici, de pouvoir, autour d'une table ou à distance, c'est ça, pouvoir... discuter de chaque cas clinique. Ici, en fait, la problématique, lorsqu'on est dans le RCP, on prend son papier et on discute. Ici, l'avantage, c'est qu'on ne voit plus le papier, on voit l'écran d'ordinateur et on voit l'image elle-même. Donc là, j'ai pris un patient pour vous montrer, qui, je ne sais plus quelle maladie il avait, mais regardez, voilà, on voit vraiment l'image comme si on était devant sa console d'ordinateur avec le PET scan. Et ici on voit un patient par exemple qui, on peut zoomer, on peut vraiment faire tout ce qu'on fait d'habitude, d'accord, coronal par exemple, on peut prendre en grand et montrer au patient, au médecin, voici le patient qui a un cancer de je ne sais plus quoi, et lorsqu'on regarde son examen, on voit qu'il y a une petite lésion juste à ce niveau-là, donc à la partie supérieure du foie. Ici, là. Et lorsqu'on regarde ici, on voit qu'il a une lésion en fait au niveau de la hanche, droite. Et en fait, ce patient nous était adressé parce qu'on pensait, lorsqu'on avait fait une scintigraphie osseuse dans un autre centre, que c'était de l'arthrose. Et puisque l'arthrose se fait également au niveau de la hanche. Et donc, mais comme il y avait un contexte particulier avec un cancer, on voulait être sûr et certain que c'était bien l'arthrose et que ce n'était pas autre chose. Donc, ce qu'on a fait ici, alors, je ne vais pas vous montrer les images, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait une capture d'écran pour notre site internet, puisque pour notre site internet, j'ai également mis des cas cliniques qui sont tout à fait anonymisés. Et les patients et les médecins peuvent avoir accès à leur compte rendu via ce site. Donc, on va essayer que ça marche. Voilà, ça c'est notre site internet. Et il y a moyen pour les patients et les médecins de mettre le login, donc le mode de connexion et le mot de passe
pour s'identifier et pour retrouver leur compte rendu et les images. Donc voici par exemple le patient que je vous ai montré, et voici donc l'image que j'en ai faite. Et là, on voit vraiment bien que, alors que lorsqu'on est en RCP, on voit vraiment l'image en grand, et on voit que ce n'est pas l'articulation elle-même, mais c'est vraiment dans l'os qu'est se trouve la lésion. Là, on est dans un cas de métastase osseuse. Donc, le fait d'avoir un écran de cette taille-là, et de pouvoir avoir accès directement aux images médicales, que ce soit le scanner, l'IRM, le PET scan et la scintigraphie avec la caméra, ça permet directement de replacer les idées dans le bon ordre et de ne pas perdre du temps à essayer de comprendre la lésion, elle se trouve où, est-ce que... Ou de demander des examens complémentaires. Directement, on a la souris, on peut montrer ici, voilà, la lésion elle est là, donc voilà. Et donc on avance directement au patient suivant. Donc ça c'est l'avantage. Tout est virtualisé dans un hébergeur agréé de soins de santé. Et donc le but c'est de passer progressivement du tout papier au presque sans papier. Tous les médecins et tous les patients peuvent avoir accéder à leur compte rendu et les images. Ces mêmes images qu'on voit ici, mais le patient aura accès à ces images. Donc l'avantage, c'est que lorsqu'il va de son domicile ou d'un autre département de médecine, qu'il soit à Dunkerque, à Paris, à Hong Kong ou à New York, il suffit simplement d'avoir accès avec le mot de passe et le login, et il a de nouveau ses coordonnées, ses examens qui sont énumérés dans le temps. Donc avec un accès unique, le patient revoit tous ses examens en médecine nucléaire. Mais on peut également faire les mêmes images en médecine nucléaire classique, puisque nous avons eu par exemple une patiente qui avait été opérée il y a une quinzaine d'années d'une arthrodèse avec un placement de fibres métalliques et de vis. Et lorsqu'on fait l'examen en médecine nucléaire classique, on voit vraiment des points chauds qui apparaissent au niveau de la colonne vertébrale, le long des barres métalliques. On voit très bien les barres métalliques ici. Et donc après, on se demande, mais est-ce qu'il y a moyen de mieux visualiser cet aspect-là? Et donc nous, ce qu'on fait, alors ça prend un peu plus de temps, puisque là, ce n'est plus de la médecine, c'est de l'art, quasiment. Voilà ce qu'on fait. Voilà. Et donc on voit vraiment les barres métalliques qui fixent la colonne vertébrale avec les vis. Et au niveau des vis, il y a des points chauds qui ressortent. Il y en a 3 au niveau des vertèbres et une au niveau de l'articulation sacroiliaque. C'est là que se trouvent les vis. Et tout simplement, il y a ce qu'on appelle des forces de cisaillement qui sont en train de s'installer au cours des années et au cours des mois précédents, qui font que chaque fois qu'un patient bouge, la vis ne tient plus très bien et donc fait une petite irritation osseuse, ce qui se manifeste par un petit point chaud à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc là, on voit vraiment très bien, très clairement sur un grand écran, la problématique de la patiente. Et lorsqu'on fait une RCP ou lorsque le médecin vient voir le cas clinique, on lui explique clairement qu'est-ce qu'il y a et on comprend très rapidement et beaucoup mieux quelle est la problématique. Et lorsque le diagnostic est bien posé, après, ça permet de faire un traitement de mieux et plus directement cibler le traitement. C'est un service qu'on rend aux patients et aux médecins prescripteurs de donner des belles images. Alors, on pourrait dire que c'est de l'art, oui, c'est de l'art, mais ça apporte une plus-value, ça apporte un plus lorsqu'on reçoit le document dans les mains ou sur Internet. Ça permet de très facilement comprendre les problèmes. Alors, on sait très bien que les médecins, souvent, ne lisent pas les images parce que c'est trop compliqué pour eux, ou ils lisent à peine la conclusion. Là, c'est pour donner envie aux médecins prescripteurs de redécouvrir ce que c'est que la médecine nucléaire et de montrer qu'il y a moyen de faire quelque chose de très beau, de très scientifique et de très didactique pour lui. Comme ça, il apprend en même temps ce que nous faisons. Vous êtes dans des professions de plus en plus techniques, il y a une technicité de pointe et puis voilà, les médecins n'ont pas forcément du temps, mais c'est leur montrer... Avec une image comme ça, ils n'ont pas besoin d'avoir du temps, ils voient ça en 30 secondes, ils ont directement compris quelle est la problématique. Donc c'est sûr et certain qu'on est dans une technologie médicale de pointe, mais le but c'est justement d'éviter de monter dans la technicité de cette médecine et de remettre un peu les choses à plat et de rabaisser le niveau avec quelques touches artistiques pour bien faire comprendre aux médecins l'enjeu médical du patient. C'est d'optimiser le temps, d'optimiser les déplacements des médecins et d'optimiser la relation médecin-patient, puisqu'il faut rapidement poser le bon diagnostic, rapidement trouver le traitement adéquat et dans le cadre des contrôles, rapidement aussi
organiser des réunions de contrôle pour certains patients. Là, par exemple, on est à Dunkerque, il n'est pas rare que vous collaboriez avec des médecins du CHRU de Lille, c'est ça? Tout à fait. Et donc, notamment le professeur Porte, par exemple, qui est, pour ne pas le citer, qui est chirurgien thoracique et qui vient une fois par semaine pour opérer les cas de cancer des poumons. Donc, dans les réunions multidisciplinaires, sachant que c'est un homme très pris, ça permet de faire des conférences à distance. La même chose pour d'autres spécialités où des conférences à distance pourraient éventuellement se faire, voire même pour nous de pouvoir consulter d'autres collègues si nous sommes devant une situation un peu particulière et de faire de la téléimagerie et d'avoir une expertise nationale voire internationale. C'est toujours de réduire les distances et de profiter de la compétence de chacun, quel que soit le lieu où il se trouve. Et comme on sait qu'aujourd'hui on peut parfois tomber sur des situations un petit peu particulières, donc avoir l'avis d'un confrère qui a plus d'expérience, on va dire, de telle ou telle pathologie, ça permet d'avoir un diagnostic précis. Du patient. C'est dans l'intérêt du patient, puisque d'abord, c'est le patient en général, mais à Dunkerque, nous sommes dans une situation aussi malheureusement très particulière, concernant en particulier l'amiante, puisque nous sommes hélas à un pourcentage de 250 fois supérieur à la moyenne française des cancers liés à l'amiante. Et donc les mésothéliums en général et les cancers des poumons sont beaucoup plus importants ici à Dunkerque que partout ailleurs en France. L'association des victimes d'abord de l'amiante en général, qui sont très actifs en France et à Dunkerque en particulier, mais en plus un de leurs représentants étant en plus représentant des usagers de l'hôpital, donc il a été extrêmement actif dans la mise en place de ce projet de TEPSCAN à Dunkerque, parce que c'était quand même pas gagné d'avance, mais compte tenu d'un problème sanitaire au fond grave qui est en train de se produire, et il était nécessaire d'avoir une infrastructure qui puisse accueillir tous ces patients. Si ces patients n'avaient pas une prise en charge ici à Dunkerque, vers quel centre ils auraient été orientés? Juste pour qu'on souvent c'était sur l'île, et donc au Boulogne éventuellement, ça faisait quand même une distance de 100 km, ce qui était coûteux pour la sécurité sociale en termes d'ambulance. Donc c'est quand même une situation financière importante pour la sécurité sociale, mais pour le confort du patient, faire 100 km c'est pas rien quand on est fragilisé, et pour la rapidité de l'examen qui n'était pas nécessairement fait dans la semaine. On continue la visite, donc je disais qu'un service de médecine nucléaire se compose d'une salle, enfin d'une zone froide et d'une zone dite chaude. Nous allons passer maintenant à la zone dite chaude. Un service de médecine nucléaire, donc, comme le nôtre, où il y a la partie TEPSCAN et la partie scintigraphie classique. Donc, dans la conception que j'ai organisée, on a organisé deux circuits, un circuit TEP et un circuit gamma caméra. Alors, on va commencer par le circuit TEPSCAN. Donc, le patient arrive par ce couloir-ci pour être dirigé vers des boxes d'injection. Voilà donc un box d'injection où le patient va être installé confortablement dans des fauteuils appropriés, avec un accoudoir pour pouvoir procéder aux injections du produit radioactif, qui eux viendront du laboratoire, qui constitue la pièce centrale du service, avec un passe-plat pour acheminer le produit radioactif. On a conçu ça pour justement éviter au personnel une exposition radioactive trop importante, et donc il faut réduire les distances, réduire le temps d'injection, donc de proximité du patient, et donc se protéger par conséquent. Et donc ces trois éléments-là doivent être gardés à l'esprit tout le temps lorsqu'on manipule des produits radioactifs concernant le personnel. Maintenant, pour le patient, lui, ça n'a pas un impact majeur, puisque c'est une fois dans sa vie ou deux, trois fois dans sa vie qu'il pourra faire ce type d'examen. Sachant, pour relativiser un peu les choses, une scintigraphie osseuse que l'on fait représente un trajet d'avion Paris-New York, en termes d'irradiation cosmique. On reçoit à peu près la même chose quand on prend l'avion que lorsqu'on fait une scintigraphie osseuse. On a conçu ces boxes d'injection de façon qui soit le plus confortable et agréable possible, avec donc une télévision pendant la durée
d'attente, on va dire, du patient, puisqu'il faut à peu près 1 heure d'incorporation pour le produit. Et donc pendant cette heure-là, il faut qu'il soit au calme et qu'il soit au repos. Et donc on le met dans ce fauteuil en attente avec une télévision et une caméra évidemment qui le surveille, puisqu'on le surveille à partir d'un poste. Et donc on peut recevoir chaque heure 4 patients. D'accord. Ce qui veut dire que sur une journée, on peut arriver facilement à plus de 20. Essentiellement, c'est de l'ambulatoire. Il arrive, bien entendu, que certains patients soient hospitalisés et qu'on fasse l'examen pendant leur temps d'hospitalisation. Alors, le fait de disposer maintenant d'un service de proximité, d'un appareil comme ça en intra-hospitalier, dans une ville, au fond, où il y a quand même 200 000 habitants aux alentours de Dunkerque, ça permet, et dans le grand Dunkerque, 500 000 habitants, ça permet donc une rapidité de rendez-vous et une rapidité de diagnostic. Le coût au final devient modeste, je dis bien modeste, puisque on économise, on va dire, sur les transports, on économise sur la rapidité de diagnostic et donc d'autres examens superflus, et on économise sur la durée du traitement, puisque au plus vite le traitement est fait, au mieux la guérison peut être obtenue. Le fait de disposer d'abord d'une proximité de ce type d'appareillage de haute technologie permet de poser des diagnostics plus rapidement et donc plus précocement et à un stade, on va dire, de la maladie qui peut être géré plus facilement avec peut-être des lésions qui sont plus locales que générales. Et ça permet donc d'avoir un plan de traitement qui soit plus efficace. Différents box d'injection. Il y a un chariot qui est utilisé par le personnel pour pouvoir injecter ces patients et une espèce de cheval de Troie qui est d'ailleurs assez lourd à mobiliser. Qui sert à quoi? En fait, nous mettons la seringue dans cette espèce de boudin qui est ici derrière, et la personne chargée d'injecter se met derrière pour pouvoir se protéger de rayons. Et donc, une fois que le cathéter est posé chez le patient, on va brancher ce cathéter par un tubulure vers cette espèce de boudin où se trouve la seringue du produit radioactif à injecter. Et donc à ce moment-là, on est protégé d'une part par ce boudin et d'autre part du patient, puisqu'il sera lui-même radioactif, par cette espèce j'appelle ça moi le cheval de Troie, cette espèce de paravent qui permet au personnel de ne pas être au contact direct de la radioactivité. Le patient a été injecté et le temps d'incorporation fini, grosso modo 1 heure. Le patient est acheminé par ce couloir vers la salle où se trouve le fameux TEP-scan. On se dirige vers la salle de TEP-scan où le patient sera donc allongé sur une table pour pouvoir réaliser cet examen. Donc on a vu la phase injection, on va maintenant sur la phase partie médicale. Imagerie. Oui. Le TEP-scan, c'est ceci, qui est une merveille de la technologie, qui allie en fait de la scintigraphie, on va dire, et un scanner. Il est composé donc de 2 parties qui est bourrée d'électronique et qui permet de réaliser une imagerie de TEP qu'on appelle tomographie par émission de positons. Donc le patient est couché sur cette table et la table va se soulever et va rentrer dans ce tunnel et prendre l'ensemble du corps du patient. Alors c'est un tunnel maintenant qui est bien plus large qu'avant, puisque c'est une fabrication américaine et il fait 90 cm de diamètre. C'est-à-dire que pour la claustrophobie, on a un peu réglé le problème puisque on est quand même dans une pièce assez grande, aérée. La longueur du tunnel est quand même assez grande, certes, mais pas aussi importante que pour l'IRM. Et le patient se sent moins enfermé dans cet appareil. N'empêche qu'il y a quand même un tunnel qu'il faut rapidement, puisque l'examen dure à peu près 10 à 15 minutes, rapidement traverser. Alors, dans un premier temps, on fait rentrer la patiente. On va y laisser une petite distance de sécurité. On va prendre moins de rayonnement. Allez-y madame, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un équipement particulier ou pas? Pas pour cette partie d'examen. Pour le TEP-scan, on n'utilise pas le tablier. D'accord. Allez-y.
Donc on veille au confort de la patiente, on lui met un petit coussin sous les jambes évidemment. Je laisse lever les jambes madame s'il vous plaît. Allongez les jambes. Donc au préalable on fait enlever tous les objets métalliques. La patiente ou le patient doit mettre les bancs derrière la tête. De cette manière. Ensuite, pour se centrer, là ça ne marchera pas vu que la machine n'est pas en fonctionnement. D'accord. Donc pour se centrer, il suffit d'appuyer sur des petits boutons. C'est comme une console de jeu hein, pour le public qui s'y connaît. Ensuite, on place le patient via un faisceau laser. Et en fait, on fait ce qu'on appelle le zéro. On appuie sur un petit bouton ici. La machine se centre automatiquement à l'endroit où on a fait le zéro. Ensuite, à partir de là, on peut faire nos acquisitions. Il y a une première pré-acquisition qui permet de se centrer et qui nous permet de nous aussi de vérifier qu'on est bien centré. Et du coup, si on est bien centré, on peut continuer. Par contre, si on est mal centré, on peut s'ajuster en fonction de ce qui manque ou de ce qu'on a entre. Je vais laisser ma collègue travailler. Vous pouvez lever les jambes, madame, s'il vous plaît. Donc après, on a pour habitude d'aider un maximum le patient quand il n'est pas valide, mais quand il est valide, c'est vrai qu'on le laisse un peu se débrouiller, malheureusement, d'un point de vue d'exposition. Vous alliez parler de ce qui est au-dessus de votre tête, c'est ça? Alors ça, c'est un lève malade. On n'a pas encore utilisé. On attend d'avoir une sangle spéciale pour les patients qui sont alités. On en a plusieurs qui sont très pratiques pour les patients en fauteuil roulant. Mais le plus souvent, c'est pas eux qui posent le plus problème, entre guillemets, c'est les patients alités qui sont pas très mobiles. C'est pas de leur faute, mais nous, forcément, on prend beaucoup de temps et d'énergie, puis aussi de rayonnement à les manipuler. On a un patient, on va dire une moyenne de 85-90 kg. On peut être facilement 3-4 à le déplacer de son lit jusque la table, surtout que le lit est très large. Et du coup, on doit vraiment se pencher au maximum pour pouvoir le déplacer. Vous êtes grand et costaud, mais il faut que vous fassiez attention à votre dos aussi. Puis j'imagine que c'est multiplié par le nombre de malades que vous manipulez. Il faut faire attention au dos, puis il faut faire attention aussi au patient. Le patient, je veux dire, quand c'est un poids mort, ça compte double. Et puis des fois, ils ont peur, ils ont tendance à bouger un peu au moment où on les transfère. Donc c'est aussi les facteurs psychologiques plus que les facteurs physiques qui comptent. Ici, il s'agit donc d'une salle d'épreuve d'effort pour la cardiologie et ça permet aux médecins cardiologues de pouvoir faire une épreuve d'effort de ces patients pour détecter ce qu'on appelle les ischémies et donc les maladies coronariennes. Et c'est une technique très élégante de pouvoir évaluer la fonction cardiaque et l'insuffisance coronarienne avec l'épreuve d'effort poussée au maximum couplée à la scintigraphie. Et donc on a organisé le service de façon à ce que cette salle d'épreuve d'effort soit contiguë à l'appareil gamma caméra qui permet justement d'évaluer la fonction cardiaque. Quand on est branché sur un électrocardiogramme, c'est surveillé par un cardiologue et au maximum de l'épreuve d'effort, on va injecter un produit spécifique qui va se fixer sur le muscle cardiaque et ça permet d'évaluer la fonction coronarienne, donc s'il y a une insuffisance coronarienne ou pas, par la machine qu'on appelle gamma caméra qui est juste contiguë à cette pièce. L'électrocardiogramme peut suffire, évidemment, s'il est négatif, il est négatif, mais parfois c'est pas suffisant et que donc aujourd'hui l'examen important à faire, c'est de le compléter par une scintigraphie cardiaque au maximum de l'épreuve d'effort. Un deuxième appareil qu'on appelle la gamma caméra qui est donc intégré au service de médecine nucléaire en général. Donc on a vu tout à l'heure le TEP scan, mais on va se diriger maintenant vers la salle où se trouve l'appareil dit gamma caméra. On a ici cette dame qui est couchée sur cette table en train de subir cet examen de scintigraphie. Elle a reçu comme injection du phosphate tout simplement, puisque l'os consomme du phosphate et du calcium. Et donc on met à profit cette caractéristique-là en injectant du phosphate. Pour pouvoir suivre ce phosphate, on l'a couplé à une molécule radioactive qui est le technétium. Et c'est les rayons émis par le technétium qui permettent de visualiser la répartition du phosphate au niveau de l'ensemble du corps et du squelette par conséquent. C'est un examen qui est assez rapide, qui dure aux environs de 17 minutes. Grâce à cette nouvelle technologie conçue dans ces nouveaux appareils, on a une rapidité d'exécution. La seule précaution qui est prise en général, c'est de supprimer des objets métalliques
qui sont une ceinture, des chaussures ou des bijoux, pour éviter des artefacts d'interprétation de l'imagerie. On va passer après à la salle de contrôle où l'ensemble des appareils qu'on utilise ici sont, on va dire, gérés à partir d'une tour d'opération. D'opération ou la tour de contrôle qui est là, et elle a été conçue pour justement que pour le personnel technicien manipulateur qui travaille ici puisse gérer 3 salles d'examen en même temps et se retrouver dans un endroit convivial où ils peuvent se communiquer et travailler ensemble et gérer l'une ou l'autre salle en alternance. Donc d'un côté vous avez la gamma caméra d'où l'on vient de sortir. De l'autre côté, c'était là où on était tout à l'heure avec le TEP-scan que l'on a vu là, il y a quelques minutes. Et devant, il y a une salle qu'on a prévue pour accueillir un nouvel appareil dans les mois à venir. L'offre sur la région, sur Dunkerque ou la région de Dunkerque, est-ce qu'il y a d'autres offres d'imagerie équivalentes ou est-ce que vous êtes... En TEP-scan, non. On est les seuls et c'était pour ça qu'il y avait une nécessité d'en installer un. Le personnel qui est recruté ici, ils ont une formation spécifique qui est celle de technicien en électroradiologie qu'on appelle communément manipulateur. C'est une formation de 3 années après le diplôme de baccalauréat et qui ont la possibilité de travailler soit en radiologie, soit en radiothérapie, soit en médecine nucléaire. Donc c'est une formation polyvalente qui leur permet de s'orienter vers ces 3 pôles d'imagerie et de traitement. Donc le personnel qui est ici a déjà travaillé en médecine nucléaire, donc ils ne sont pas nouveaux dans le métier, mais ont bénéficié donc de ce diplôme-là qui est de 3 années d'études après le baccalauréat. C'est un métier qui est devenu très attrayant parce que ça permet d'associer pour le personnel la partie purement médicale, patients, infirmiers, pose de cathéter, soins et tout ce que le métier d'infirmier propose. Mais en même temps, c'est toute la partie technologique de réalisation d'un examen, de l'informatique. Et pour nous en scintigraphie, c'est la partie laboratoire, puisqu'il faut, justement, on va y aller de suite, préparer le produit radioactif qu'il faut injecter au patient. Donc là, il y a toute une connaissance à avoir qui est très intéressante du produit radioactif à injecter. Donc je ne sais pas si le PCR, parce qu'en fait dans cette formation qu'il y a une personne compétente en radioprotection, donc c'est elle qui gère et qui fait attention à ce qu'on ne s'irradie pas trop. Donc c'est un petit peu notre gendarme ici qui nous demande de... Il n'y a pas d'amende, heureusement, ni de permis à point, mais elle vous rappelle à l'ordre mais elle nous rappelle à l'ordre systématiquement. Attention, ça c'est radioactif. Oui. Donc je ne sais pas s'il va nous autoriser à rentrer dans le labo chaud. Les contrôles ont été faits, vous pouvez rentrer dans le laboratoire sans risque. Ici, en fait, on a voulu, comme le service est assez grand, il fait quand même 850 mètres carrés, donc toutes les salles où se trouve un patient sont reliées à des caméras de surveillance. Et donc au secrétariat d'une part et ici au niveau de la tour d'opération, nous avons des écrans pour visualiser et surveiller les patients qui sont soit dans les salles d'examen, soit dans les salles d'attente. En fait, c'est pas vraiment pour les fliquer, c'est juste pour s'assurer de leur bien-être. Ben oui, parce qu'il peut arriver quelque chose, quelqu'un qui tombe dans les pommes, quelqu'un qui a un malaise, et donc il faut quand même qu'on puisse se rendre compte. Donc c'est le laboratoire chaud. Alors un laboratoire chaud est composé déjà d'un sas
Et donc ce sas contient une douche de décontamination. C'est-à-dire au cas où on venait à se contaminer les yeux, on doit les rincer ici, et au cas où on devait se contaminer le corps, on a une douche que l'on peut immédiatement prendre pour éliminer tout produit radioactif qui serait sur ses vêtements, ou sur sa figure. C'est assez important, c'est le lieu de travail essentiel, donc c'est le cœur du service où les produits radioactifs sont manipulés. La manipulation des produits radioactifs nécessite des précautions importantes de radioprotection pour essayer de s'irradier le moins possible, puisqu'on vit dans une ambiance radioactive au fond. Et c'est constitué de plusieurs éléments, notamment ce qu'on appelle des enceintes. Donc cette enceinte-ci, elle est destinée à préparer les produits pour le TEPSCAN. Elle pèse 5 tonnes, puisqu'elle est enrobée de plomb, de 5 cm de plomb, pour empêcher la radioactivité de sortir et que le personnel qui y travaille soit protégé. C'est un appareil qui est de haute technologie lui aussi, puisqu'il y a une manipulation manuelle et une manipulation automatique. Et le produit radioactif qui est à l'intérieur de cette enceinte, on peut puiser la quantité à injecter au patient de façon totalement automatique. Le dosage est déterminé par une unité de mesure, oui, qu'on appelle communément le millicurie, en référence à Madame Curie. Maintenant, on l'appelle le becquerel, becquerel étant une des intégrations par seconde. Donc, il y a, comme toute chose, un appareil de mesure. Vous avez des poids pour mesurer les kilos, et ici, pour mesurer les millicuries et les becquerels, il y a ce qu'on appelle un activimètre. Et cet activimètre est intégré dans cette enceinte où on peut, la flapule ou la seringue à injecter, la seringue contenant le produit injecté au patient, va être plongée dans un puits qui est l'activimètre et permet de mesurer la quantité radioactive qui est dedans. C'est une espèce de compteur Gégère en fait, et qui est connu. Et la quantité administrée au patient elle est déterminée à l'avance, bien entendu. Mais c'est en fonction de quoi? C'est en fonction du poids. Donc c'est pour ça qu'à l'enregistrement du patient, au départ, on demande le poids du patient pour évaluer la quantité à lui injecter. On part sur une moyenne de 75 kg, mais qui peut varier évidemment en fonction du poids. Donc on a une moyenne de produits radioactifs par patient à injecter qui est réévaluée en fonction de son poids réel. L'autre enceinte plombée, c'est celle-ci, et elle est destinée pour la préparation des produits radioactifs, notamment du technétium, qui est utilisé pour les gamma-caméras. Donc on fait les scintigraphies osseuses, les scintigraphies pulmonaires, les scintigraphies cardiaques et d'autres scintigraphies comme les scintigraphies thyroïdiennes. Alors le tout est gouverné par un logiciel que vous voyez ici. Ce logiciel est très important puisqu'il permet d'organiser la traçabilité du produit injecté, puisqu'il s'agit quand même d'un produit radiopharmaceutique. Et donc nous avons une sécurité d'injection pour le patient, puisque le produit qui est injecté, il est identifié avec une étiquette, sachant quel est le numéro de lot de ce produit-là, la personne qui a préparé ce produit et la personne qui a injecté ce produit. Ça permet de remonter la filière en cas de souci. Ce laboratoire chaud, il est central et il a des passe-plats, comme vous voyez ici, qui sont, chacun des passe-plats arrive vers un box d'injection. Et donc, lorsqu'on a préparé le produit, on le ramène dans une valisette plombée, comme ceci, et on va le poser ici, dans le passe-plat. On vient toujours sur l'idée, c'est le moins de contact possible. Et une fois qu'il est mis dans ce passe-plat, on fait le tour. Là, on n'a plus de radioactivité pour le récupérer de l'autre côté. Donc le tout, c'est 3 éléments: la rapidité du travail, la distance et la protection, soit en plomb, soit en béton. On voit d'ailleurs en console que tout le matériel a été, qui est dans cette nouvelle unité est pensé. Il y a des normes, il y a des normes très strictes aujourd'hui dès qu'il s'agit de radioactivité, notamment par exemple pour les paillasses ici. Ce sont des paillasses qui sont faites en résine pour qu'elles soient lavables et décontaminables rapidement et qu'il n'y ait rien qui s'accroche.
La même chose pour les sols, ce sont des sols spécifiques sur lesquels il n'y ait pas de possibilité de radioactivité qui puisse s'insérer, s'insinuer dans des interstices. Comme on l'en voit par exemple sur les sols, il y a une remontée sur les murs d'à peu près 10 cm. D'une part, ça permet un nettoyage plus facile avec les appareils, mais aussi d'éviter de la contamination sur les murs. Pareil, nous avons des poubelles spécifiques qui sont plombées pour que les déchets des consommables puissent être stockés là-dedans avant évacuation. Les déchets sont évacués à quelle fréquence? Tous les jours. Donc tous les jours, il y a une évacuation en fin de journée. On nettoie tout et la loi nous oblige à ce que tout soit mis sous scellé. Donc une fois que la journée de travail est finie, la quantité de produits radioactifs qui reste, elle est mise sous scellé. Et les déchets consommables sont dans des poubelles spécifiques et acheminés vers un lieu de stockage pour décroissance. On aurait presque l'impression d'être dans une centrale nucléaire. On a l'impression. Ce n'est pas une centrale nucléaire très importante, mais on a pratiquement les mêmes exigences en termes de radioprotection et de précaution en général. Parce que vous dépendez également de la même autorité, c'est ça? On dépend de la même autorité, donc l'autorité de sûreté nucléaire, qui, elle, utilise la même réglementation, on va dire, et les mêmes types de précautions pour une centrale nucléaire ou pour un service de médecine nucléaire, ce qui est parfois un peu exagéré, mais qui s'avère utile en tous les cas pour rappeler au personnel notamment la nécessité de se protéger constamment. Garantir la meilleure sécurité aux patients. Et garantir la meilleure sécurité aux patients, parce qu'il faut quand même, c'est des produits radioactifs qu'il faut manipuler avec précaution. On arrive ici. Donc c'est assez exceptionnel au fond, parce qu'on a fait quand même des frais significatifs, et donc on s'est permis le luxe d'avoir un ascenseur personnalisé pour le personnel, qui relie directement le laboratoire chaud à la salle, au SAS, on va dire, au rez-de-chaussée, d'arrivage des produits et d'élimination des déchets. On rappelle toujours la règle d'or, hein, c'est rapidité. Rapidité et distance. Et donc ici, vraiment, on a conçu ça de façon à ce que le personnel puisse rapidement accéder pour chercher le produit. Ce qu'on prépare ici, c'est un radiopharmaceutique. Donc c'est comme un médicament que l'on a fait en préparation, on va dire, entre guillemets, magistrale. Et donc cette préparation-là doit être contrôlée par un radiopharmacien. Et il ne va peut-être pas contrôler toutes les préparations, s'il y en a une quarantaine par jour, mais il va au moins contrôler les lots mères. Par exemple, s'il y a plusieurs patients qui vont recevoir le même type de produit, donc il y a un lot mère qui doit être contrôlé, et puis les lots filles vont être injectés à différents patients. C'est pour voir s'il y a de la pyrogénicité, s'il n'y a pas de microbes dedans, c'est pour voir la pureté du produit, s'il est pur à 98%, c'est pour voir s'il n'y a pas une quantité de produits inhabituelle, c'est pour vérifier la qualité des lots, puisque ça c'est de l'industriel, donc il faut quand même qu'il y ait un contrôle en aval et en amont. Tous les centres de médecine nucléaire sont soumis aux mêmes contraintes, entre guillemets? Dans la loi, c'est comme ça. Maintenant, dans la pratique, il y a une petite marge en fonction d'un service neuf comme ici, où on se devait de respecter la réglementation à la lettre, puisqu'elle est une création, et les services anciens qui, pour des raisons d'aménagement, des raisons de coût, des raisons de faisabilité, toutes ces normes aussi strictes ne sont peut-être pas toujours possibles à respecter. Elles supportent une certaine souplesse. Il y a une certaine souplesse, sinon on ne pourra pas fonctionner, tout en garantissant quand même la sécurité des examens et des patients. Alors, en Algérie, des centres de ce type, peut-être de cette façon, je ne sais pas, je ne pense pas, mais il en existe. Il y a celui du professeur Bouyoussef à l'hôpital Ex-Mayo de Bab el-Oued qui existe, l'hôpital étant déjà assez ancien, donc j'imagine que les locaux sont des locaux anciens aussi, donc ce n'est pas du neuf. J'ai des contacts avec le professeur Nassib Barber qui est à Tlemcen, qui a un très beau service de médecine nucléaire là-bas, et qui malheureusement, ces deux-là ne disposent pas de TEP scan, et j'aurais souhaité qu'un jour ça puisse, qu'ils puissent le faire. Sachant que, hélas, dans ce pays qui est en train de rejoindre la moyenne occidentale, où le taux de cancer est actuellement de 30 000 patients par an, ce qui est énorme,
et qui nécessite effectivement ce type de technologie pour pouvoir et diagnostiquer précocement et obtenir un suivi des traitements. Je ne crois pas que ce soit une dépense superflue pour l'État algérien, puisqu'il y va de la santé publique, mais surtout d'un coût au fond, au final raisonnable, même si la mise de départ paraît énorme. On l'a évoqué plus tôt, hein, même qu'ici, effectivement, voilà. on a comparé. Mais mieux encore, je dirais mieux encore, pour ce pays, c'est un transfert de technologie. Donc c'est une mise à niveau du personnel médical en termes d'ingénieurs, en termes de techniciens, en termes de médecins nucléaires. C'est aussi un transfert de technologie pour la production, puisque ce sont des réactifs qu'il faut produire sur place. Donc il faut se doter de structures de production. Donc c'est un vrai défi et un véritable transfert technologique qu'il y a moyen de faire. Entre les premières ébauches du centre et l'inauguration, il a fallu... 3 ans. Oui. Il a fallu plusieurs années pour pouvoir le concrétiser en termes administratifs, pour que l'idée soit acceptée, pour que je dirais les autorités pensent que c'est une nécessité. Et puis une fois que les autorisations ont été obtenues, il a fallu quand même 3 ans parce qu'il a fallu déterminer le lieu exact dans l'hôpital où il fallait l'installer, organiser une construction. Et qui dit une construction implique des autorisations aussi différentes en termes d'urbanisme. Et puis après, il a fallu donc acheter le matériel, l'installer, les contrôles techniques, pour pouvoir aboutir à l'ouverture qui s'est faite il y a 1 mois. 3 ans, c'est un délai raisonnable. Ça peut être un peu raccourci. Je pense qu'en moins de 2 ans, il y a moyen d'y arriver. Mais compte tenu des contraintes, on va dire, d'organisation, d'architecture, et puis surtout que c'est construit dans un lieu public, et donc il fallait faire des appels d'offres. Et les appels d'offres nécessitent aussi d'autres types de contraintes administratives. Donc tout ça fait allonger un petit peu la durée de réalisation. Il peut servir de centre référent puisque ça fait partie de ces quelques rares centres en France neufs. La plupart sont organisés dans des services existants, avec quelques difficultés, on va dire, à respecter les normes. Et lorsqu'il s'agit de centres nouveaux, c'est plus facile au fond, et ça constitue par conséquent un centre de référence puisque toutes les normes sont respectées. Celle que j'ai visitée qui est neuf aussi, c'est celui de Marne-la-Vallée, l'hôpital qui est à Marne-la-Vallée, donc c'est assez agréable d'ailleurs. Quand on sort de la gare de Marne-la-Vallée, à gauche vous avez Disneyland et à droite vous allez à ce fameux hôpital où il y a effectivement un tout nouveau centre de médecine nucléaire avec un TEP-scan de nouvelle génération aussi et dans des locaux tout neufs. Marne-la-Vallée étant une ville nouvelle avec une population, on va dire, venant essentiellement de Paris ou des environs, avec donc des pathologies différentes. Ici, on est dans le nord, avec une tradition ouvrière importante et des pathologies liées aux conditions de travail. Et donc les cancers de poumons, les cancers de la plèvre, les cancers de la sphère ORL liés au tabac sont très importants. L'exposition à l'amiante étant peut-être le centre, le lieu malheureusement le plus important de France, puisque à la reconstruction de Dunkerque, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'usines qui se sont installées sur le port de Dunkerque et l'utilisation de l'amiante a été faite de façon assez importante et dont on ne connaissait peut-être pas encore les méfaits à l'époque. Et aujourd'hui, sachant que l'amiante entraîne des conséquences 25 à 30 ans plus tard, donc on assiste aujourd'hui à un pic de maladies liées à l'amiante, notamment le cancer de la plèvre, qu'on appelle le mésothélium, qui peut être foudroyant.